Qui es-tu? Je ne sais pas qui je suis. Mais je cherche et je crois que c'est par la BD en tout cas que j'ai trouvé ma voie. Et depuis que je suis tout petit, je veux faire de la BD. En fait, je veux pas dessiner, je veux raconter des histoires. Et c'est à travers le dessin que j'y parviens et que je m'éclate là-dessus avec toute la passion et toute la sincérité du monde. Et donc voilà, j'ai sorti quelques albums. Maintenant, j'ai fait une série qui s'appelait Barracuda, qui était une histoire de pirate avec Jean Dufaux au scénario. Et maintenant, je suis sur les Chevaliers d'Héliopolis avec Jodorowsky. Ça, c'était la perte de Philippe, ça a été une grosse douleur. Et je pense avoir fait ce qu'il fallait en terminant l'album sur lequel il était occupé. Maintenant, continuer Murena, c'est vrai qu'on m'a posé la question, mais c'était trop marcher dans ses pas, et je pense que pour m'émanciper et pour trouver ma propre voie, il fallait que je m'en détache totalement. Et donc c'était coupé avec... c'était pas une bonne idée de poursuivre Murena, de la même manière que je me suis aussi séparé de Jean Dufaux, parce que pour moi, Delaby et Dufaux étaient liés depuis que je suis ado en fait. C'était lié, c'était un univers qui allait ensemble. Alors quand Philippe est parti, j'ai eu besoin de me couper de tout ça. Et donc comme j'étais fasciné par Jodorowsky, c'est ainsi que j'ai été le rencontrer. C'est ainsi que l'histoire a commencé avec lui. Ouais, c'est vrai que c'est l'impression que j'en ai eue au départ, chacun de ces deux personnes, de chacune de ces deux personnes, et autant Jean que Jodo. Et puis très vite avec chacun, le rapport s'est vite détendu. Et ce qui fait qu'on a des rapports très simples maintenant entre nous, et une grande facilité de travail surtout, une facilité d'échange. Mais ouais, il y a quelque chose comme ça, le fait que ce soit une société secrète. Mais les chevaliers existaient depuis déjà le Moyen-Âge. On trouve des traces de leur passage, très brèves, très succinctes, mais il y a des traces quand même de leur passage. Donc c'était un sujet qui n'avait pas encore été développé. C'était pas du tout dans l'esprit d'Assassin's Creed parce que c'est Jodo qui connaissait le sujet déjà depuis longtemps. D'ailleurs, il traite de l'alchimie depuis toujours dans ses histoires, et c'est la première fois qu'il en traite de plein fouet, quoi. C'est l'histoire de celui qui aurait pu être roi de France, à savoir Louis XVII. Et il y a des légendes qui disent que l'enfant aurait été échangé quand il était enfermé à la prison du Temple avec sa mère, Marie-Antoinette, pendant la Révolution. Bon, l'enfant y est mort, mais bon, c'est vrai qu'on s'est servi des légendes comme quoi il aurait été échangé, qu'il aurait survécu pour raconter notre histoire, à savoir qu'il a été, dans notre histoire, récupéré par une société d'alchimistes, société secrète, pour recevoir leur éducation. Enfin, à la base c'est pour être sauvé, mais il va poursuivre dans cette voie de l'alchimie, quoi. Et donc il va partir dans une quête de la vie éternelle en fait, enfin de la longue vie plutôt, exactement. Et donc va commencer le parcours, pour lui il va devoir subir les épreuves pour y parvenir, quoi. Que je recherchais, ouais, je voulais du Jodo, mais ce qu'il y a de bien avec Jodo, c'est que c'est sa folie, c'est ses excès, c'est son côté sans limite, parce que j'admire cette façon qu'il a il a aucune barrière. Il ne va pas être limité à quelque chose, il s'en fout, il va me le faire, il va me le proposer. Il me propose des fois des trucs, je lui dis non, mais je suis content qu'il me le propose. Parce que peut-être qu'il y a des scénaristes qui ne se seraient pas y aller, parce qu'on ne peut pas, il y a des trucs qu'on ne peut pas faire, c'est pas possible, on va se dire que ça ne marchera pas, mais lui il n'a pas ces barrières-là, donc c'est très excitant de travailler avec quelqu'un comme lui. Et aussi on a une certaine... on crée non-stop, quoi. Je veux dire, on va sur il m'appelle, il me dit voilà, j'aimerais bien qu'on raconte ça, et puis on improvise par la suite, et ainsi de suite, on crée l'histoire, si vous voulez. On a une autre structure pour raconter l'histoire, donc raconter l'histoire d'une personne qui veut acquérir la vie éternelle, mais on a différents moyens d'y arriver, et on doit passer par des scènes historiques qui se sont vraiment déroulées. Donc on doit jongler un peu avec tout ça, et c'est une façon très, très excitante de raconter une histoire, finalement. Je ne suis pas contre le fait de pousser des scènes à l'extrême, mais pas gratuitement. Pour citer un exemple,
dans le tome 2, on montre la bataille des pyramides en Égypte avec Napoléon. Et dedans, tout d'un coup, il me fait il y a un soldat, parce que les soldats avaient faim et soif, ils avaient pu à boire depuis longtemps, ils voyageaient dans le désert, c'était des conditions assez extrêmes et qui poussaient les gens à la folie. Et tout ça c'est vrai, parce qu'ils étaient fort habillés et marchaient là dans le désert pendant des jours et des jours. Et quand ils ont affronté les Mamelouks, ils crevaient de soif. Donc les soldats se sont battus aussi pour récupérer les gourdes qui étaient sur les chevals des Mamelouks. À un moment, il me dit il y en a un qui se jette sur le cheval et il lui mange les couilles. Alors je dis ouais, mais ça apporte rien. Je veux dire, on va pas faire ça gratuitement. Et bon, et ça me fait penser aussi une scène dans le tome 1 où quand la femme de chambre, Charlotte Corday accouche de son enfant. Quand elle le met au monde, elle est dans une cuisine et il dit elle arrache le cordon ombilical avec ses dents. Je dis ouais, mais quand on raconte l'histoire comme ça, ça n'apporte rien, donc je ne vois pas l'utilité que ça apporte à l'histoire, donc on ne va pas le faire. Mais bon, à l'inverse, on laisse toutes les séquences fortes. Par exemple, la scène où Mara arrache le cœur de l'enfant, là ça a un sens, donc là on la laisse. Là je la laisse. Je dis ok, c'est bon. Je trouve pas de nom, moi je dis réaliste, mais hyper réaliste, peut-être à cause des recherches que ça implique. Parce que pour dessiner tout ça, il a fallu beaucoup de recherches aussi, quoi. Non, j'ai ma planche et sans aucun croquis, je la fais tout de suite. Parce que je crée tout au fur et à mesure, la planche se forme au fur et à mesure comme ça devant moi, j'improvise en fait. On dirait pas, je crois pas qu'on dirait, mais pourtant c'est la vérité. Des fois il y a des planches, je sais pas ce que je vais faire en bas, mais je sais que j'ai l'habitude, alors j'arrive à composer une planche comme ça au fur et à mesure de sa création, quoi. Ouais, c'est une technique très traditionnelle, sauf ici la couleur, mais parce que j'ai pas fait la couleur sur cette série, tellement je passais du temps sur le dessin, parce que je voulais pousser le dessin plus loin que sur Barracuda, mais bon, ça a été au détriment de la couleur que j'ai confié donc à quelqu'un d'autre, à savoir Felideus, qui est un dessinateur espagnol et qui est très doué, donc mais je continuais à l'aider aussi pour les couleurs, hein. Je faisais les ombres sur des feuilles à part, parce que comme j'ai un dessin qui indique rien des ombres des personnages, il fallait quand même lui donner un coup de main pour savoir les modeler des visages, la morphologie des corps et tout des trucs comme ça, quoi. Le jeu des ombres et des lumières, quoi. J'aime beaucoup la couleur traditionnelle aussi, donc par la suite j'y reviendrai sans doute, quoi. C'est pas seulement de l'habit, c'est plus en général une façon de voir la BD qui est perçue comme un film, comme la conception d'un film. Pour moi ça forme un tout, ça va de la recherche des costumes au cadrage, à la mise en page, enfin à la mise en scène, au casting. Pour moi c'est un tout, c'est un ensemble. C'est plus la façon de voir je dirais de Jean Dufaux. Enfin, pour moi c'est lui qui a apporté vraiment ce côté cinéma à la BD. Enfin lui et peut-être d'autres personnes aussi, mais pour moi c'est ainsi que je l'ai découvert. Et donc je partage déjà avec Jean et Delaby cette conception très cinéma de la BD. Et donc je continue sur cette voie en fait, pour moi qui est devenue naturelle. Une façon de raconter dans laquelle je me sens bien et à l'aise et dans laquelle je peux m'exprimer en toute sincérité et avec toute la passion du monde. Ouais, je l'ai d'ailleurs indiqué au début, c'est-à-dire que quand j'ai commencé cette série, je m'étais dit je voulais un rappel à Delaby, un clin d'œil à Delaby. Et puis il y a eu, je me suis dit je vais refaire le lettrage comme je l'avais déjà fait dans certains Murena. Donc je savais le faire à la main, donc c'est un lettrage que j'ai fait à la main, qui n'a pas été informatisé, hein, je l'ai vraiment fait comme ça. Et je trouvais ça amusant. Et finalement il y a eu un autre clin d'œil à Delaby, à savoir le gorille, parce que pour l'anecdote, Delaby avait sa façon à lui d'imiter les gorilles. Et puis Jodo, tout d'un coup, il ne connaissait pas du tout cette histoire et il me dit quand je lui avais parlé de rajouter une scène d'intro qui n'était pas prévue à la base, j'ai faite après. Il m'a dit, moi j'avais fait cette scène, c'était un combat, donc le héros, et je l'avais fait combattre contre 3 autres chevaliers. Et Jodo m'a dit non, fais plutôt un combat contre un gorille. Un gorille ? Ouais, un gorille qui parle et qui marche comme un homme. Ah, ok, bon. Et puis ça a été amusant parce que ce gorille, les gens ils l'aiment bien, donc, et nous aussi. Et en fait Jodo l'a créé parce que il y a toujours des trucs comme ça, c'est quand il était enfant au Chili, il rêvait d'avoir un gorille comme serviteur. Alors
quand il a fallu trouver un serviteur pour les chevaliers, il s'est dit on va mettre un gorille, parce que moi quand j'étais petit je voulais un gorille qui porte mes bagages. Alors on a créé ce gorille et finalement ça fait une des scènes les plus amusantes du récit, au point que Jodo n'a pas l'habitude de faire ça, mais au point que dans le tome 2 on a rajouté une scène en plus juste par plaisir de retrouver ce gorille. 4 tomes. Et par exemple, ça a un sens parce qu'il y a 4 étapes alchimiques, donc dans chaque album, le héros va subir une étape alchimique. Et donc si on veut faire une histoire plus longue, rajouter un album, on ne peut pas, mais par contre, on fera si besoin, un album plus long. C'est ce que j'ai fait pour le tome 2, parce que on va passer beaucoup de temps avec Napoléon, donc toute sa conquête égyptienne. Et donc comme on a voulu rien couper, on l'a mis entièrement, mais ça ferait un album un peu plus long pour le tome 2, quoi. En fait, avec le temps, ça a un peu changé, parce que c'est vrai qu'avant, j'analysais beaucoup les autres auteurs. Je regardais beaucoup, que ce soit Book, Marini, Rosinski, surtout Delaby évidemment. Et j'analysais beaucoup, mais avec le temps, j'ai commencé ça a commencé à s'estomper tout ça. J'analyse moins, je me fie plus à mon instinct dans mon travail. Et je me laisse aller en fait, je me laisse guider par l'histoire, et ça fonctionne comme ça, donc je suis moins analytique envers les autres auteurs. Mais je reste toujours fasciné quand il y a un nouveau book qui sort en librairie ou un Marini, et j'ai une admiration incroyable, mais je ne vais pas jusqu'à analyser la façon dont ils ont fait ça. Je reste simplement comme un lecteur, je profite, je regarde et je trouve ça génial, mais je referme et après c'est tout, je ne revois pas, je n'analyse pas, et je continue ainsi pour moi aussi. Je n'analyse pas trop ce que je fais, je reviens pas en arrière, je regarde pas j'ai jamais rouvert mes albums par exemple. Je regarde pas, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le moment présent, c'est la planche que je suis en train de faire, qu'est-ce que je peux y apporter pour faire la meilleure planche possible, pour avoir la meilleure lisibilité, mais le reste, quand on regarde le premier Barracuda et mon dernier album en date, il y a une différence. Parce qu'une fois je suis retombé sur mes premières planches, j'ai fait oh merde. Mais c'est bien, c'est chouette. Mais je regarde pas trop en arrière. Peut-être qu'un jour je le ferai, mais là pour l'instant je fonce en avant vers les projets, vers les planches actuelles, et à me concentrer sur le projet en cours, quoi. Ah, je sais pas, mais en fait les estimations se font. C'est fort variable, hein. Je sais plus à combien je suis en fait, pour dire la vérité. Je regarde pas trop, j'ai un galeriste qui s'occupe bien de tout ça, et peut-être que vous savez même mieux que moi les prix de mes planches, mais je sais que j'ai cet avantage d'avoir fait j'ai eu de la chance d'avoir des séries qui marchent, donc ça a une certaine valeur quand même auprès des collectionneurs, donc c'est chouette. Mais bon, je sais qu'à un moment dans la BD, je veux dire, pour l'instant ça marche, Barracuda ça a marché, les Chevaliers ça fonctionne, mais je sais qu'à tout moment ça peut s'effondrer, donc vraiment je me focalise sur l'instant présent et j'essaye de faire le meilleur que je peux avec toute la passion et toute la sincérité du monde aussi sur les planches, quoi. Mais je me lancerai jamais dans un projet si je suis pas vraiment pleinement, si j'y crois pas à fond, quoi. Ouais, ça va commencer déjà plus ou moins cette année, parce qu'en septembre j'ai un album qui sort en tant que scénariste chez Dargaud, avec Mika au dessin. Et en fait ça devait être le projet que j'allais faire avant Barracuda. Parce qu'avant Barracuda, je ne savais pas que j'allais travailler avec Jean Dufaux, et j'allais présenter chez Dargaud un conte fantastique chez Dargaud. Puis il y a eu Barracuda, et je l'ai un peu mis de côté. Puis j'ai rencontré Mika, et j'ai repensé de ce projet, et je me suis dit, tiens, si je lui proposais, ça pourrait être sympa, il pourrait faire quelque chose de bien. Et de fil en aiguille, il s'est immergé dans le projet, il se l'a approprié, on a réécrit des choses ensemble. Et voilà, ici ça va sortir en septembre, ça va s'appeler Laïla, chez Dargaud. Et donc je suis assez curieux de voir ce que ça va donner, parce que je sais d'expérience que j'ai beau avoir écrit l'histoire, le dessinateur la réinterprète de toute façon, donc j'en sais quelque chose, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner, comment le lecteur va le percevoir, donc c'est une nouvelle expérience pour moi, mais qui me sert dans mon travail actuel. Vraiment, le fait d'être passé de l'autre côté de la barrière, si je peux dire ça comme ça, vulgairement, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses qui me servent dans mon travail actuel, quoi.